Un médecin commence l'autopsie d'une jeune femme qui est arrivée à cause d'une overdose, mais il arrête tout quand il entend une respiration et appelle tout de suite la police, parce que cette femme n'était pas vraiment morte. En fait, elle respirait encore, tout comme le bébé qu'elle portait dans son ventre. L'aube mord la peau. Le bâtiment respire un faible bourdonnement de lumière froide. Sol propre, odeur de désinfectant. L'horloge fait passer des heures que personne ne veut voir. Dans le long couloir, des portes fermées, des chaises vides. C'est comme si toute la ville s'était endormie, sauf ici. Eliseo Martinez pousse la porte avec son épaule, les mains dans des gants. Le métal de la poignée est froid. Il entre, allume la lampe à long col. La lumière répand un blanc aveuglant sur la table en acier. Le verre de l'horloge reflète son visage fatigué pendant une seconde. Il détourne le regard. Le chariot arrive en grinçant. Un technicien de service au visage ridé le pousse avec précaution. « Il vient d'arriver, docteur », dit-il doucement, comme s'il demandait la permission, sans rien, sans portefeuille, sans téléphone portable. Eliseo hoche la tête. Le technicien lui tend un formulaire avec des papiers. « Signé ici ». Le stylo ne fonctionne pas. Eliseo bouge la pointe, trace une ligne de travers, signe le formulaire et le rend au technicien comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Cause probable ?» demande Eliseo, presque par habitude, sans lever les yeux. « Le papier dit overdose », répond le technicien, un peu hésitant. « C'est ce qu'ils ont envoyé. » Eliseo prend le papier. De grosses lettres écrites à la hâte. « Overdose », tamponné proprement, pas de nom, champ d'identification vide, femme, environ 28 ans. Il sent un nœud se former sans prévenir. Il ferme les yeux un instant, respire par le nez. Le silence dans la pièce est lourd. Pas de document, se répète-t-il, pas de nom. Le technicien regarde le sol, hoche la tête et s'éloigne. « Vous avez besoin d'autre chose, docteur ?»« Non, merci. Vous pouvez vous reposer un moment. » Le technicien part. La porte se ferme avec un clic qui résonne très fort. Il se retrouve seul, avec le corps sous le drap. Pendant un instant, Eliseo reste immobile, les mains en l'air comme pour demander la permission. Puis, il soulève calmement le coin du tissu, juste assez pour voir le visage. Le drap glisse avec un bruit sec, presque un murmure. Le visage est jeune, les cheveux noirs collés au front, la bouche légèrement ouverte, pâle mais pas comme une poupée, une pâleur humaine comme celle de quelqu'un qui a peu dormi et qui a pleuré auparavant. Eliseo sent sa gorge se serrer, il avale sa salive. « Bonjour », dit-il doucement, et ça lui fait bizarre d'entendre sa propre voix dans cette pièce. « Désolé pour l'heure, je m'appelle Eliseo. » Il n'attend pas de réponse, bien sûr, mais il parle quand même. Il le fait parfois. Ce n'est pas une habitude, c'est du respect. Il recouvre le visage, ne laissant que les épaules exposées. Il vérifie le numéro de protocole, vérifie l'heure. Tout ce qui est écrit sur le papier semble froid, rapide, comme si quelqu'un voulait que l'histoire s'arrête là. Il passe son pouce sur le papier, sans les fibres. C'est inutile, mais il le fait quand même. Il va aux toilettes et se lave à nouveau les mains, même si elles sont déjà propres. De l'eau glacée. Le bruit métallique du jet contre l'acier rompt le silence. Puis il s'arrête et se sèche les mains lentement. Il ajuste le masque sur son visage et retourne à la table. Il rapproche la lampe pour mieux éclairer et règle la mise au point. Le faisceau de lumière dessine un cercle net sur la peau. Il ne prend pas le scalpel, pas encore. Il observe simplement le travail. Il commence avec un regard calme. Il a appris ça. L'horloge fait 2 cliquetis secs et le temps semble ralentir. « Overdose », répète-t-il dans un soupir, comme quelqu'un qui essaie un mot dans sa bouche. « Qui a dit ça à ton sujet ?» Il ouvre le tiroir, sort un formulaire d'identification provisoire, note les signes distinctifs, regarde ses mains, ses doigts, ses ongles courts, une vieille égratignure à l'intérieur de son avant-bras, rien qui explique quoi que ce soit, rien qui raconte une histoire de vie. Il cherche quelque chose qui crie « Je suis un tel » et ne trouve que le silence. Il allume le magnétophone parce que c'est le protocole. Réception, enregistrement, 3h30 du matin, femme d'environ 28 ans, pas de pièce d'identité, document joint, indique overdose, observation, pas de document personnel. Sa voix semble ferme, mais derrière elle, il y a une faille qui ne se brise pas tout à fait. Il arrête l'enregistrement d'un clic, le son résonne, il recule d'un pas, respire profondément, s'appuie sur le banc sans s'asseoir, passe la main sur sa casquette comme pour chasser une pensée désagréable. L'air est très froid, il se serre dans ses bras pendant 1 seconde comme pour serrer un vide. « Si tu pouvais me dire ton nom », murmure-t-il en regardant la feuille. « Juste ton nom. » Dans le couloir, quelqu'un fait tomber un plateau.
Le bruit métallique déchire l'air, puis le silence devient plus lourd. Eliseo laisse échapper un « eh » très doux, comme pour calmer la pièce. Il se dirige vers l'armoire en acier, vérifie les instruments. Tout est à sa place, soigneusement aligné. Ce n'est pas une bizarrerie, c'est sa façon de respirer. Il ferme la porte de l'armoire lentement pour ne pas faire de bruit. Il retourne à la table dans le coin. Le radiateur électrique clignote d'une lumière rouge. Il ne chauffe pas beaucoup. Le petit matin s'insinue sous la porte comme un fil de glace. Eliseo se frotte les mains gantées, une habitude inutile, mais qui lui réchauffe la tête. Il remonte soigneusement le drap jusqu'à sa poitrine, comme s'il bordait quelqu'un pour dormir. La peau a la rigidité qu'il connaît, mais malgré tout, il y a une délicatesse, un respect que la technique ne peut effacer. Il trouve une mèche de cheveux emmêlée dans le drap, comme un petit point d'interrogation. Il l'enlève du bout des doigts et la met dans un petit sac. Tout compte, pense-t-il. Tout peut compter. Sans papier, sans personne, il murmure « Qui es-tu » L'air répond par le silence. Il note l'âge estimé et regarde à nouveau son visage, essayant de trouver des traits qui lui rappellent quelqu'un dont il s'est déjà occupé, quelqu'un vu aux infos, quelqu'un sur une affiche de personnes disparues collée sur un poteau, mais les souvenirs sont flous, des images incomplètes. Cette femme pourrait être n'importe qui, elle pourrait être quelqu'un aimé par quelqu'un. Il ferme les yeux une seconde. « Je sais », dit-il doucement, « tu n'es pas un bout de papier. » Il ouvre les yeux, ajuste le drap, le lisse avec la paume de sa main. Un geste simple, le tissu fait un bruit comme un vent doux. Il pose sa main sur le bord de la table, sentant l'acier froid à travers le gant. Ce froid le maintient en alerte. L'attention est tout ce qu'il a à offrir maintenant. Il reprend le formulaire. Marque, signe, tatouage. Il regarde attentivement, sans se presser, cherchant involontairement un morceau d'histoire, un dessin, une cicatrice qui raconte une chute à vélo, une enfance, un surnom. Rien n'apparaît facilement. Sa vie semble s'être cachée dans le silence de la nuit. À côté de lui, la vieille cafetière laisse échapper un bruit d'eau brûlée. L'odeur amère lui ouvre la gorge. Eliseo hésite, pense à boire un verre, puis abandonne. L'aube se lève. Il demande un café, mais son corps réclame un esprit clair. « Ça va », dit-il à personne en particulier. « Allons-y doucement. » Il écrit sans signe d'identification évident, sans papier. Le crayon gratte le papier avec un bruit sec. Il regarde à nouveau sa montre. Le temps n'aide ni n'entrave, il passe simplement. Eliseo fait lentement le tour de la table, comme s'il embrassait quelque chose de fragile sans le toucher. Chaque pas mesure le poids du moment. Il n'est pas pressé, ce n'est pas son genre. Il s'arrête à la tête du lit, respirant près de la lumière. Le blanc met en valeur le contour de ses cils sous le drap. Il remarque une petite ombre à l'angle de son œil, un détail insignifiant, mais qui semble dire « j'existe ». Il parle à nouveau, presque sans voix. « Je vais te traiter comme ce que tu es, une personne. » Oui, t'y attends. Comme si la pièce devait accepter cet accord. La lampe clignote pendant une seconde et se rallume. L'horloge indique 3h20. Dehors, une voiture passe au loin. À l'intérieur, on n'entend que le bruit de la climatisation, les battements de son cœur dans son oreille et le métal qui respire le froid. La planche est sur la table. Il pose fermement sa main dessus. Le papier sur lequel est écrit « overdose » est posé à côté, comme un mot qui ne veut pas rester. Il pense au nombre d'histoires qui ont été réduites à un seul mot. Accident, bagarre, disparition. Des mots qui réduisent des vies entières. Et tu ne murmures pas, pas aujourd'hui. Il ajuste le banc. Il s'approche d'un côté à l'autre, vérifie la distance par rapport à la lampe, le champ propre, le matériel préparé, tout lentement, complètement, presque comme un rituel, chaque geste disant « Je suis là, il n'y a pas d'urgence, il y a du respect ». Le froid de l'aube fait un pas à l'intérieur, mais la lumière l'arrête dans ce rectangle de la table. Le monde est contenu. Eliseo rapproche la lampe du visage de la femme. La lumière blanche dessine chaque détail et il ressent un malaise qu'il ne peut expliquer. Le corps devrait être froid et raide comme tous les autres qui sont passés par là, mais ce n'est pas le cas. Il touche son bras du bout des doigts ganté et reste là quelques secondes. La sensation traverse le gant chaud, plus chaud qu'il ne devrait l'être à cette heure-ci. Il fronce les sourcils, regarde à nouveau l'horloge accrochée au mur, regarde le formulaire sur lequel est inscrit « overdose » et murmure « étrange, très étrange ». Prudemment, il s'approche de son visage. Sa bouche est légèrement ouverte. Il se penche presque sans s'en rendre compte, essayant de sentir quelque chose dans l'air. L'odeur est faible, mélangée à cette touche familière d'alcool bon marché. Mais il y a autre chose, une amertume qui lui reste en gorge comme un poison caché. Il s'éloigne et tousse doucement,
passant sa main sur son menton et son masque. « Ça ne colle pas », dit-il doucement, mais le son semble remplir la pièce. Éliseo prend une profonde inspiration et laisse son regard glisser le long des bras de la femme. Dans ce silence pesant, le moindre détail peut être un cri, et c'est alors qu'il le voit sur son poignet gauche, presque caché par l'ombre du drap. Un ruban rouge noué d'un simple nœud, usé mais solide. Il se fige, passant quelques secondes à le regarder. Il connaît bien ce genre de ruban. À Guadalajara, à Tepatitlan, dans de nombreuses maisons modestes, les mères les attachent à leurs enfants à la naissance. Il protège, prend soin, éloigne le mal. La Vierge de Guadalupe sur le tissu délavé en dit plus que 1000 mots. Éliseo s'approche et touche délicatement le nœud du bout des doigts. Le tissu rugueux contraste avec la peau encore chaude. Il serre les lèvres. « Qui t'a mis ça, hein ?» demande-t-il doucement, comme s'il pouvait être entendu. Le silence lui répond, mais dans sa tête, ce n'est pas le silence, c'est un écho. L'écho d'une vie qui ne devrait pas être résumée sur une feuille de papier mal écrite. Il imagine une main attentive nouant ce petit ruban, peut-être une mère priant doucement, peut-être quelqu'un qui croyait que ce petit morceau de tissu pouvait soutenir le monde. Il ferme les yeux, prend une profonde inspiration, sent presque le nœud dans sa propre gorge. Il prend le cahier et écrit « Ruban rouge au poignet gauche, Vierge de Guadalupe ». Le stylo gratte le papier et le bruit semble plus fort qu'il ne l'est. Éliseo regarde à nouveau le visage de la femme. Visage, il y a une énorme contradiction. La peau encore chaude, l'odeur étrange, le ruban de la foi, rien de tout cela ne correspond au mot « overdose » écrit à la hâte. Rien ne penche à nouveau, si près qu'il pourrait presque entendre une réponse. Tu n'es pas juste un corps, quelqu'un croyait en toi, quelqu'un a mis ça sur toi parce qu'il voulait te voir rentrer à la maison. Ses yeux s'humidifient, mais il ne détourne pas le regard. Le froid de la pièce est glacial, mais l'image de ce ruban usé par le temps réchauffe d'une manière douloureuse. Il passe son pouce sur le papier du rapport et pense que ce n'est pas suffisant, que ça ne peut pas être juste ça. Éliseo prend une profonde inspiration et attrape le scalpel. La lame reflète un éclat froid. Le silence est si profond qu'il peut entendre son propre cœur, lent, régulier, mais lourd. Il le tient fermement, comme il l'a fait tant de fois auparavant, et l'approche de la peau de la jeune femme. L'acier touche la surface et, à cet instant, un petit bruit fragile mais indubitable se fait entendre. Un soupir. Éliseo se fige, tout son corps se tend, ses yeux s'écarquillent, le scalpel glisse de ses doigts et tombe sur le sol métallique avec un bruit sourd qui déchire l'air. « Mon Dieu !» murmure-t-il d'une voix tremblante. Elle est vivante. La poitrine de la femme bouge lentement, presque imperceptiblement, mais elle bouge. C'est comme si une vie oubliée avait décidé de se battre. Éliseo n'hésite pas une seconde. Il pousse la table sur le côté, court vers le mur et appuie sur la sonnette d'alarme. Le son retentit dans les couloirs. Tatiana crie, presque sans voix. « Vite, elle respire !» La porte s'ouvre brusquement et l'infirmière Tatiana Herrera entre, encore en train d'ajuster sa coiffe. « Que s'est-il passé, docteur ?» demande-t-elle, effrayée. « Elle est en vie. Camila est en vie. » Éliseo trébuche presque sur ses propres mots. « Ce n'est pas un corps, c'est une patiente. » Tatiana court vers la table, met sa main sur le cou de la femme, colle son oreille à sa poitrine, lève les yeux avec un air surpris. Oui, il y a un pouls, très faible, mais il est là. Éliseo appuie sur le bouton de l'interphone. Salle 3, apportez une civière, de l'oxygène, tout. C'est une urgence. Il se penche, attrape la main de la femme. Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. Le bruit s'intensifie. 2 assistants se précipitent avec la civière, les roues cognent bruyamment contre le sol. Tatiana branche la bouteille d'oxygène et met le masque sur le visage de la jeune femme. L'air commence à circuler et sa poitrine se soulève un peu plus visiblement maintenant. « Allez !» ordonne Éliseo en tenant fermement l'épaule d'un des assistants. « Déplacez-la avec précaution, lentement, vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant. » Alors que tout le monde s'agite autour de lui, Éliseo sent un nœud se former dans son esprit. Le papier disait « overdose ». Le corps était mort, mais il ne l'était pas. Ce n'est pas une simple erreur. Ça sent quelque chose de plus gros, de plus sale, de plus dangereux. Il s'approche de la table où il a laissé tomber le scalpel et prend le téléphone de garde. Ses mains tremblent, mais sa voix est ferme. « Capitaine Vega, c'est le docteur Martinez. Suspendez tout. On a un cas grave ici. Un corps n'était pas mort. Il respire. J'ai besoin de la police à l'institut. » À l'autre bout du fil, il y a un silence de quelques secondes. Puis la voix grave du capitaine dit que quelqu'un a amené une femme vivante comme si elle était morte. Éliseo ferme les yeux, prend une profonde inspiration et regarde le corps être emporté par l'équipe.
Exactement ça. Et je veux des réponses. Il raccroche. Son cœur bat vite, comme s'il courait sans bouger. La pièce vibre encore de l'écho du scalpel sur le sol, comme si ce bruit était une ligne qui changeait tout. Il y a un instant, il avait une lame dans la main pour ouvrir un corps sans nom. Maintenant, il tient toute une vie suspendue au fil le plus fin possible, et au fond de son âme, une question commence à battre. Était-ce une erreur ou un crime? La civière traverse le couloir comme un coup de tonnerre, les roues frappant les joints du sol, faisant résonner l'urgence. Éliseo court à côté, agrippant la barre métallique, les yeux fixés sur le visage de la femme qui, quelques minutes auparavant, était un corps anonyme sur sa table. Maintenant, chaque respiration de la femme semble lui couper le souffle. La porte des urgences s'ouvre d'un coup sec. Une forte odeur d'alcool et de latex envahit la pièce. Les lumières sont plus vives, les voix se bousculent. Tatiana Herrera a déjà enfilé ses gants, ajusté ses lunettes et bien mis son masque. Elle ne perd pas de temps. Éliseo tient son poignet avec précaution, presque sans la toucher. Les secondes deviennent éternelles. Les pupilles. Tatiana prend la lampe, soulève la paupière avec précision. Un rayon de lumière pénètre dans l'obscurité de ses yeux. Le reflet est très faible, mais il est là. Elle recule et prend une profonde inspiration. Elle réagit. Éliseo ferme les yeux un instant. L'air s'échappe lourdement, comme s'il avait retenu son souffle avec elle. « Dieu merci », murmure-t-il. Mais immédiatement, un détail vient interrompre l'urgence. Tatiana baisse davantage le drap et s'arrête, les yeux fixés sur l'abdomen de la patiente. Le tissu de ses vêtements déchirés s'étire sur une courbe évidente. Elle regarde Éliseo avec sérieux. « Docteur, regarde !» Éliseo suit son regard. Le silence devient pesant. Le ventre arrondi ne laisse aucun doute. Une grossesse avancée. Sainte Mère, elle prend une profonde inspiration et recule. Elle n'est pas la seule. Tatiana est déjà en mouvement. Elle prend le Doppler portable, allume l'appareil et le bip aigu commence à résonner dans le silence. Elle place le capteur sur le ventre de la patiente. Le son est très faible. Elle insiste, le visage tendu, le temps semble s'arrêter jusqu'à ce qu'un faible tum-tum irrégulier mais vivant apparaisse, le petit cœur de quelqu'un qui n'est pas encore né. Tatiana met sa main sur sa poitrine, ses yeux se remplissent de larmes, derrière le masque, il est là mais très faible. Éliseo met sa main sur sa bouche comme pour étouffer un cri, il sent ses jambes trembler, il s'assoit sur le banc pivotant sans s'en rendre compte. « 2 vies », dit-il d'une voix très faible. Il voulait faire taire 2 vies en même temps. Le moniteur émet un bip au rythme du débit d'oxygène. Tatiana appuie ses doigts sur le bras de la patiente, essayant de stabiliser la veine. Elle et le bébé doivent tenir bon. L'infirmière parle comme si elle suppliait quelqu'un d'invisible. « Ne nous quittez pas maintenant ». Éliseo ferme les yeux très fort. Un souvenir lui revient, mais il le repousse. Pas maintenant. Ce n'est pas lui qui compte maintenant, c'est eux. Il s'approche à nouveau, prend fermement la main de la patiente, sent sa peau encore chaude et humide, écoute, parle doucement près de son oreille. « Vous n'êtes pas seul, vous et votre enfant. Nous allons nous battre ensemble. » Tatiana règle le débit d'oxygène, les bips restent faibles mais réguliers. Elle regarde Éliseo, les larmes aux yeux. S'il était resté dans cette pièce 10 minutes de plus, il secoue la tête sans la laisser finir. « Ne dis pas ça, ne dis pas ça maintenant. Ce qui compte, c'est qu'elle respire. » Ils se regardent en silence, le poids de la vérité pesant entre eux. Quelqu'un a essayé d'effacer une jeune femme et un enfant qui n'est pas encore né. Le son fragile du Doppler reste dans l'air. Chaque tum-tum ressemble à un appel à l'aide et chaque fois que ce petit cœur insiste, Éliseo sent sa propre poitrine s'ouvrir comme si le monde entier pouvait tenir dans ce petit rythme désespéré. Il serre plus fort la main de la patiente. « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon pour nous deux. » La lumière des urgences transperce la peau comme un couteau froid. L'air sent l'alcool, le métal et la peur. Le masque souffle de l'oxygène sur le visage de la jeune femme. Le son du Doppler bat doucement, obstinément, de l'autre côté du drap. Tatiana ajuste ses gants et passe soigneusement sa main dans ses cheveux, démêlant les petits nœuds et écartant les mèches collées par du sang séché. Ses doigts sentent quelque chose de dur, de déplacé, caché parmi les cheveux. « Attends », murmure-t-elle en inclinant la tête, « il y a quelque chose ici. » Avec précaution, Tatiana écarte les cheveux et en retire un morceau de papier humide et froissé, presque collé. Il sort lentement, bruissant comme une vieille feuille. C'est un ticket usé, encore taché, avec le bord déchiré par quelqu'un qui l'a arraché à la hâte. L'encre bleue indique Guadalajara Tepetitlan. La date est récente. D'un côté, un gribouillage fait avec force. Ne fais pas confiance à R.
La voix de Tatiana se brise un peu. « Regarde ça », dit-elle en s'approchant, baissant un peu son masque pour mieux parler sans l'enlever de ses lèvres. « Billet de bus pour tes petites lannes », lit-il à voix haute. Ses yeux voient le gribouillage. Ne fais pas confiance à R. Tatiana étale le papier sur la table en métal, essayant de le lisser avec ses doigts. Le papier humide semble sur le point de se déchirer. Elle retient son souffle comme si elle retenait un souvenir. L'écriture tremblante en dit plus long que la phrase. Elle dit la précipitation. Elle dit la peur. Qui met un bout de papier comme ça dans les cheveux de quelqu'un, dit-elle, presque pour elle-même. Il était caché. Éliseo regarde la patiente, puis le papier, puis le ruban rouge à son poignet. Le silence entre eux trois, lui, Tatiana et la femme qui lutte pour respirer, pèse comme une pierre. « R », répète-t-il amèrement. « Qui est R ?» Personne ne répond. Le Doppler continue de ronronner doucement comme une horloge lointaine. Tatiana prend un sac stérile, l'ouvre silencieusement, y met la note, le referme avec un sceau blanc et écrit l'heure et les noms des deux témoins. Le stylo gratte le plastique. « C'est important », dit Éliseo en prenant une profonde inspiration. « Cela ressemble à un appel à l'aide », répond-il d'une voix basse mais ferme, et quelqu'un a pensé qu'elle ne serait pas en mesure de le montrer. Tatiana retourne vers la patiente, vérifie l'oxygène, écarte une mèche de cheveux de son visage avec le dos de la main. La peau est chaude sous le gant. « Tiens bon, ma fille », murmure-t-elle, « on a trouvé ton petit bout de papier. » Éliseo attrape la rampe du brancard, se penche et approche sa bouche de l'oreille de la patiente. « On t'entend », dit-il, presque sans voix. « On est là. » L'horloge murale marque 1 minute qui semble durer un siècle. Dans la pièce, seuls les bruits habituels se font entendre. Le vent lointain, le froissement des draps, jusqu'à ce qu'un bref sonnerie aiguë interrompt tout le téléphone. Murale sonne, 1, 2, 3 fois. Tatiana regarde Éliseo et il hoche la tête. Elle répond. Elle décroche le combiné. Infirmière des urgences. Tatiana, à l'eau de l'autre côté. Une respiration lourde, un silence étrange. Un de ceux qui sentent la menace, puis vient la phrase, crachée, raclée avec une rage contenue. Laissez-la mourir. Tatiana est paralysée. Le sang se retire de son visage pendant 1 seconde. Elle ne sait pas si elle a arrêté de respirer ou si l'air l'a quittée. « Qui parle ?» demande-t-elle automatiquement d'une voix faible. « Qui est à l'appareil ?»« Laissez-la mourir », répète la voix épaisse et nerveuse avant de raccrocher. Le bip de la ligne résonne dans son oreille. Tatiana raccroche lentement le combiné, comme si elle lâchait quelque chose de très chaud. « Et vous, à ce stade de l'histoire, qu'est-ce que vous feriez à la place de Tatiana? Dites-le-moi en commentaire. » Elle regarde Éliseo, leurs yeux se croisent. Personne n'a besoin de traduire. « Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demande-t-il sans quitter la patiente des yeux. « Laissez-la mourir », répète Tatiana presque sans bruit, comme ça. La mâchoire d'Éliseo se crispe. Il décroche le combiné et essaie de rappeler. Il n'entend qu'un signal mort, rien d'autre que son cœur dans son oreille. Il raccroche violemment, comme s'il lui enfonçait un pieu dans le cœur. « Quelqu'un sait qu'elle est ici », dit-il lentement pour ne pas trembler. « Quelqu'un qui ne veut pas qu'elle vive. » Tatiana recule de 2 pas, comme si l'air était devenu plus rare. Son regard passe de la porte vitrée au couloir, du couloir au rideau et du rideau à la femme. Elle tire le rideau, couvre mieux son corps avec le drap, ajuste le masque comme s'il pouvait la protéger du monde. La question reste sans réponse. Comment? Comment ont-ils su? Je ne sais pas, répond Éliseo, coupant court avec précaution, sans être brusque. Je ne sais toujours pas. Elle regarde à nouveau le sac contenant le billet. Le R griffonné semble crier à l'intérieur du plastique. Elle sent le poids de la responsabilité s'abattre sur elle comme une main froide. « Reste avec moi », demande simplement Tatiana. « Personne n'entre sans qu'on le sache. Personne ici », répond-elle fermement, même si sa voix tremble. « Je ne pars pas. » Elles se tiennent toutes les deux de chaque côté du brancard. L'oxygène continue de souffler. Le Doppler répond faiblement mais obstinément. Dehors, des pas vont et viennent. À l'intérieur, le temps semble retenir son souffle avec eux. Tatiana regarde la femme, le petit ventre visible sous le drap, le ruban rouge à son poignet. Elle touche le métal du lit, cherchant du courage dans le froid. « Ils ne te feront pas taire », dit-elle doucement, comme une promesse. « Ils ne te feront pas taire. » Éliseo ne répond pas. Il baisse juste la tête, ferme les yeux un instant et reste là. Le téléphone, désormais silencieux, semble attendre la prochaine sonnerie. Le papier dans le sac brille sous la lumière, l'encre encore humide, et la question que personne ne peut avaler pèse lourdement dans leur poitrine à tous les deux, qui savaient et qui est, le ciel ne s'éclaircit toujours pas. L'aube pèse lourdement avec ce froid qui colle à la peau,
Eliseo roule lentement sur la route étroite qui mène au canal où ils ont trouvé le corps. Les phares de la voiture projettent des ombres tordues, des branches tordues dans les arbres, et le chant des grillons rompt le silence. Il se gare, sort et ferme la porte avec précaution, comme s'il ne voulait pas réveiller les lieux. Le sol est encore humide, et la forte odeur de l'eau stagnante se mêle à celle de la boue. Le vent souffle doucement, apportant un froid humide qui donne des frissons. Eliseo ajuste son manteau et met ses mains dans ses poches par habitude, mais les retire immédiatement. Il n'est pas venu pour se protéger. Il est venu voir le canal. Il coule lentement, sombre, sans presque aucun reflet. Il regarde la rive et fait quelques pas sur le sable mou. Les lampes torches de la police éclairent des zones isolées, mais ils sont déjà en train de partir. Un officier lui fait un signe de tête respectueux. « Docteur, c'était par ici. On a trouvé le corps juste ici, près de l'eau. » Eliseo le remercie d'un geste, mais ne dit rien. Il s'accroupit et touche le sable remué. Il y a des empreintes fraîches et irrégulières, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd. Plus loin, des marques de bottes sont clairement visibles, le motif des semelles se répétant d'avant en arrière comme s'il y avait eu une lutte. Il fronce les sourcils. Parmi les branches sèches, il aperçoit un morceau de tissu coloré. Il le retire avec précaution. C'est un châle déchiré à fleurs, souillé de terre. Le tissu sent le parfum bon marché et la sueur. Il le serre fort, comme s'il s'agissait d'une preuve tangible. « Tu n'es pas tombée ici toute seule », murmure-t-il en regardant le tissu. « Quelqu'un t'a laissé ici. » Le vent soulève une fine poussière et la nuit semble receler de lourds secrets. Eliseo regarde à nouveau le canal et imagine le corps gisant là, froid, comme s'il s'agissait d'un déchet. Son estomac se retourne soudainement. Une voix fragile derrière lui demande « Êtes-vous le docteur ?» Il se retourne et voit une petite femme aux cheveux tirés en arrière, en chignon, couverte d'un vieux châle. C'est Doña Luz. Elle vit dans une petite maison simple juste au-dessus du canal. Ses yeux sont durs, comme ceux de quelqu'un qui a beaucoup vu, mais il tremble lorsqu'elle regarde le docteur. « C'est moi », répond-il en marchant vers elle. « Je vérifiais les lieux. Vous habitez dans le coin ?»« Oui, depuis toujours », soupire-t-elle en serrant le châle contre sa poitrine. « Et hier soir, j'ai entendu… » Eliseo se rapproche et baisse un peu la tête pour mieux entendre. « Qu'avez-vous entendu, Doña ?» Elle regarde autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un entende ses cris. Une femme, je l'ai clairement entendu dire « Camila, lève-toi !» Ses yeux se remplissent de larmes, puis elle se met à pleurer, à crier. Une voiture qui s'éloigne à toute vitesse. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Eliseo le répète lentement, comme s'il testait chaque lettre. « Camila ?» Doña Luza est sûre d'elle. « Oui, Camila, j'en suis certaine. Je n'ai rien vu. J'ai juste entendu, puis le silence. Un silence qui m'a fait peur. » Elle passe sa main sur son visage, essuyant les larmes qui coulent sans force. Je pensais qu'elle était déjà morte, la pauvre. Eliseo sent une boule dans sa gorge. Elle serre son châle plus fort, comme si ce morceau de tissu pouvait confirmer les paroles de la dame. Elle regarde le sable remué, les traces de bottes, le canal qui résonne au petit matin. « Merci, Doña Luz, vraiment, vos paroles sont importantes. » La dame fait le signe de croix et lève les yeux vers le ciel, qui est encore sombre. « J'espère que quelqu'un prendra soin d'elle, docteur, parce que cette fille s'est battue pour vivre. Je l'ai senti dans son cri. » Eliseo ferme les yeux un instant et prend une profonde inspiration. Le vent lui frappe le visage avec froideur et la question résonne dans sa tête de plus en plus forte. Qui a laissé Camila à cet endroit? Le soleil commence lentement à se lever, peignant le ciel de gris clair. Le canal est derrière lui, mais le poids de ce qu'Eliseo y a vu reste sur sa poitrine. Dans la cour de l'école, des voitures de patrouille sont alignées. La radio grésille de voix pressées. Le capitaine Vega, un homme aux épaules larges et au regard dur de quelqu'un qui a déjà enduré de nombreuses nuits difficiles, s'approche. Il tient un dossier, mais il parle en regardant Eliseo dans les yeux sans détourner le regard. « Docteur Martinez, merci pour tout ce que vous avez dit. Votre voix est ferme, mais respectueuse. Ces informations suffisent pour nous permettre de commencer. Laissez-nous nous en occuper maintenant. » Eliseo sent les mots entrer, mais ne pas s'installer. Il reste silencieux pendant quelques secondes, prend une profonde inspiration, le vent froid lui frappe le visage. Et à l'intérieur, c'est comme si quelque chose voulait sortir. « Capitaine », commence-t-il lentement d'une voix grave, « vous avez votre boulot, je sais, mais j'ai le mien aussi. » Vega hausse un sourcil comme s'il attendait une explication. Eliseo lève alors la tête et regarde le bâtiment derrière lui, les fenêtres éclairées des urgences où il sait que la femme est allongée, sous oxygène, se battant.
Mon boulot maintenant, c'est pas d'opérer ou de rédiger un rapport, dit-il sans hésiter. Mon boulot, c'est de m'assurer qu'elle respire et que l'enfant qu'elle porte respire aussi. Le silence qui suit pèse plus lourd que le bruit de la radio, plus lourd que le bruit des pas des policiers qui vont et viennent. Le capitaine ferme le dossier, met le stylo dans sa poche et soupire. Vous parlez comme s'ils étaient les vôtres, docteur. Eliseo baisse les yeux un instant et serre les mains derrière son dos, comme s'il s'accrochait à un souvenir qu'il ne veut pas laisser partir. Parce que si je m'en vais maintenant, dit-il en levant à nouveau les yeux, le regard fixe, je ne pourrai plus me regarder en face. Regarde-le, il le fixe. Un long regard de quelqu'un qui a vu beaucoup de gens abandonnés, mais qui voit maintenant le contraire. Quelqu'un qui ne sait plus comment reculer, fait un pas en avant, pose sa main lourde sur l'épaule d'Eliseo. C'est bon, fais ce que tu as à faire, et répète plus doucement, mais prends soin de toi, docteur. Eliseo hoche la tête d'un petit mouvement presque invisible, mais plein de détermination. Il sent la main du capitaine lâcher son épaule. Il entend les bottes lourdes s'éloigner, le bruit des ordres crier dans les airs. Il reste seul quelques secondes dans la cour. Il ferme les yeux, prend une profonde inspiration, et c'est comme si le monde entier se concentrait sur une seule pensée. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il ouvre les yeux et regarde la fenêtre éclairée de la salle des urgences. À l'intérieur, 2 vies s'accrochent au fil le plus fin qui soit. Et maintenant, il sait qu'il ne les laissera pas partir. « Mon boulot, c'est de les maintenir en vie », murmure-t-il, presque comme une promesse, quoi qu'il en coûte. Et il entre dans le bâtiment, sentant que chaque pas qu'il fait est plus grand que lui. L'unité de soins intensifs bat au rythme du silence, seulement rompue par les bips et les murmures des machines. Les lumières froides se reflètent sur la vitre, et il reste immobile, trop faible pour bouger. De l'autre côté, la jeune femme respire à l'aide de tubes. Sa poitrine se soulève lentement, comme si chaque respiration était un combat. Son ventre rond bouge aussi, lui rappelant qu'il ne s'agit pas d'une seule vie, mais de 2. Il pose son front contre la vitre. La froideur du matériau pénètre sa peau, mais elle n'éteint pas la chaleur qui brûle dans sa poitrine. Ses yeux brûlent, mais il ne détourne pas le regard, même pas une seconde. « Je t'ai entendu », murmure-t-il, presque sans voix. « Je ne te laisserai pas partir. » Les mots sortent entrecoupés, comme s'ils étaient à la fois une promesse et une prière. Il ne sait pas pourquoi il a parlé. Il ne comprend pas d'où vient ce besoin, mais il a l'impression que quelque chose de plus grand que lui l'attire de l'autre côté. L'infirmière Tatiana ajuste les câbles, change la perfusion et jette un coup d'œil à Eliseo. Elle remarque le poids dans ses yeux, mais ne dit rien, respectant le silence entre cette vitre et cette promesse. Eliseo ferme les yeux un instant. Dans l'obscurité, il voit des images qu'il ne voulait pas voir, des souvenirs d'une autre aube, d'une autre femme dans un lit, d'un autre cœur qui ne répondait pas. Il déglutit, rouvre les yeux et se force à rester là, présent, face à ce qui dépend désormais de lui. La vitre commence à s'embuer lentement sous l'effet de son souffle. Il ne retire pas son front, ne l'essuie pas, laisse la buée s'étendre comme si c'était la marque invisible de sa décision. Respire, c'est tout ce que je te demande, respire. Il ne remarque pas le temps qui passe. Les infirmières vont et viennent, les machines, lui, et il reste là, immobile, comme si sa présence pouvait retenir ce mince fil entre la vie et la mort. La voix en lui est simple mais ferme. Ne lâche pas. Et au fond de son cœur, sans vraiment comprendre pourquoi, il sent que cette histoire n'est plus seulement la sienne, c'est aussi la sienne. Tepatitlan se réveille lentement avec l'odeur du pain frais provenant des boulangeries et la fumée de bois s'élevant des toits bas. Les rues étroites résonnent du bruit des balais des voisins qui balayent les trottoirs et la cloche de l'église sonne doucement, appelant les premiers fidèles du matin. Eliseo marche d'un pas lourd, la main dans la poche où il porte un sac en plastique contenant un ruban rouge, ce morceau de foie usé qu'il a trouvé au poignet de la jeune femme. Le tissu est déjà décoloré, mais il est toujours solide. Il le serre à travers le plastique comme s'il contenait un cœur qui bat. À la porte d'une petite maison simple, à l'adresse que la police lui a donnée pour une certaine Camilla, avec des murs blanchis à la chaux et des pots de géranium à la fenêtre, une femme âgée balaie l'entrée. Les cheveux gris, la peau marquée par le soleil et les années, son regard fatigué mais vif croise celui d'Eliseo avant qu'il n'ait le temps de dire un mot. « Êtes-vous le docteur ?» demande-t-elle d'une voix rauque, presque un murmure. Eliseo s'arrête devant elle, prend une profonde inspiration, sort le sac avec le ruban de sa poche et le tend à la femme, Doña Elena. Elle le reconnaît. Les yeux de la femme brillent à ce moment précis, ses mains tremblent et elle laisse tomber le balai sur le sol. « Oh, Sainte Mère !» Elle porte ses mains à sa bouche. « C'est à moi !» Elle prend le sac avec précaution, comme s'il était en verre,
passe ses doigts sur le plastique comme pour caresser le passé. Ses yeux, remplis de larmes, ne se détournent pas. « Je l'ai noué moi-même », dit-elle d'une voix brisée. Un après-midi où ma petite fille m'a dit « Maman, je vais la voir toute seule. Je n'ai besoin de personne d'autre, juste de ma foi. » Éliseo sent une boule dans sa gorge. Il n'a pas besoin de demander. Il sait déjà. Cette femme est la mère de la patiente qui se bat toujours pour sa vie. « Comment s'appelle votre petite fille ?» demande-t-il, en essayant de garder une voix ferme. Doña Elena lève le visage, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. « Camila, Camila Reyes, ma fille. » Le nom résonne enfin avec force, comblant le silence qu'Éliseo portait dans sa poitrine depuis la table froide de l'Institut. Désormais, cette jeune femme n'est plus un corps sans nom. C'est une fille, c'est Camila. Doña Elena presse le ruban contre sa poitrine, comme pour la ramener dans son cœur. Quand je l'ai vue, j'ai demandé à la Vierge de ne pas me laisser la perdre, de prendre soin d'elle même si je ne pouvais pas être là. Et maintenant, vous me la ramenez. Sa voix se brise, ses épaules tremblent. Éliseo fait un pas vers elle, lui prend la main, sent sa peau, rugueuse et chaude à force de travailler. « Doña, dit-il doucement, elle se bat encore, et je te promets que je ne la laisserai pas seule. » La femme ferme les yeux, laisse couler ses larmes, serre sa main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « Docteur, vous l'avez écouté, n'est-ce pas? Vous l'avez écouté alors que personne d'autre ne le faisait. » Éliseo ne répond pas tout de suite. Il regarde juste le sol en terre battue, prend une profonde inspiration et confirme d'une voix brisée. « Oui, je l'ai écouté. » La cloche de l'église sonne à nouveau, plus fort cette fois. Doña Elena lève les yeux vers le ciel, serrant toujours le ruban contre sa poitrine. « Il y a donc encore des miracles ?» dit-elle, et elle pleure sans tristesse, comme une mère qui sent que la vie insiste pour lui rendre ce qu'on voulait lui enlever. Éliseo entre à nouveau dans l'unité de soins intensifs. Le bruit constant des moniteurs, le souffle de l'oxygène, les bips incessants, tout semble se fondre avec son cœur. Il marche lentement vers le lit, les yeux fixés sur la jeune femme inconsciente. Son ventre se soulève sous le drap léger, impossible à manquer. Il s'arrête un instant, essoufflé, les mains tremblantes dans les poches de sa blouse. La scène devant lui n'est pas seulement la sienne, c'est aussi la sienne. Un souvenir enfoui depuis des années lui revient complètement, comme si c'était hier. Il ferme les yeux et voit sa femme Barbara allongée dans un autre lit blanc, la sueur coulant sur son front, son regard angoissé, le cri de douleur qui ne sortait pas. Il était assis à côté d'elle, lui serrant la main avec force, répétant doucement « Tout va bien se passer, mon amour, tout va bien se passer. » Mais ça n'a pas été le cas. L'accouchement a été trop rapide, puis trop lent, et tout est devenu incontrôlable. Du sang, des voix précipitées, des mains qui s'affairaient. Il se souvient du bip de la machine. Il se souvient d'un silence qui s'est installé soudainement, comme si le monde s'était arrêté. Sa fille ne respirait pas, Barbara non plus. Et il s'est retrouvé seul, entouré de médecins qui n'étaient pas lui, des médecins qui ne pouvaient rien faire. Éliseo ouvre les yeux, de retour dans le présent. Sa respiration est lourde. Il regarde Camila, jeune, le ventre bougeant lentement. Impossible de ne pas penser à cette vieille douleur. Elle est lancinante, elle fait mal. Tatiana entre dans la chambre, le regarde, remarque le tremblement de ses mains. « Docteur, ça va ?» Il met un moment à répondre. Il avale sa salive. Sa voix est rauque. « J'ai déjà vu cette scène. » Il montre le ventre de Camila. « Et j'ai tout perdu. » Tatiana s'approche, pose sa main douce sur son épaule. Elle n'appuie pas, elle est juste là. Le ciel commence déjà à s'éclaircir, annonçant un nouveau jour. Mais à l'intérieur, le temps s'est arrêté. Éliseo s'approche du lit et touche doucement la main de Camila. Les gants froids touchent sa peau chaude. « Je n'ai pas pu sauver la mienne, » dit-il d'une voix brisée. « Mais je ne vais pas t'abandonner, toi et ce bébé. » Les larmes coulent sans qu'il puisse les retenir. Il n'essaie pas de les cacher. Il reste là, tenant cette main immobile, comme s'il tenait aussi la chance de réparer quelque chose que le temps ne lui a jamais rendu. Tatiana prend une profonde inspiration, s'essuie discrètement les yeux et murmure « Alors reste, reste jusqu'à la fin. » Éliseo ferme les yeux, serre plus fort la main de Camila et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne fuit pas la douleur. Il l'affronte, sentant que prendre soin d'elle est peut-être aussi la seule façon de prendre soin des souvenirs qui ne se sont jamais cicatrisés en lui. Le papier est mouillé sur les bords à force d'avoir été manipulé. L'écriture est grande et précipitée, probablement à cause d'une overdose. La signature est de travers, le tampon est mal placé et l'heure ne correspond à rien. Éliseo tient la feuille du bout des doigts comme si elle était brûlante. Qui a rempli ça à la va-vite?
demande-t-il à voix basse. L'assistant de service hausse les épaules, gêné. C'est comme ça qu'il est arrivé, docteur. Ils ont dit que c'était une affaire classée. Et c'est assez ça. Et c'était. Éliseo ne répond pas. Il pose le papier sur la table en acier, attrape le stylo et jette un coup d'œil à l'ensemble du formulaire. Les cases à cocher pour le pouls, l'auscultation et le réflexe pupillaire sont vides, sans une seule ligne, date ou deuxième prénom pour confirmer un vide douloureux. Il parle dans l'enregistreur d'une voix ferme, même si sa poitrine est lourde. Rapport préliminaire reçu avec cause de surdose, signé à la hâte. Aucun signe vital vérifié comme l'exige le protocole. Une grave défaillance est enregistrée. Il éteint l'enregistreur. Le bruit résonne dans l'air. Il regarde par la fenêtre du couloir pendant 1 seconde et voit le reflet de son propre visage fatigué. Il ressent de la colère, pas une colère hurlante, mais une colère fatiguée qui sait qu'un document mal rédigé peut tuer. « Tu sais ce qui me fait peur ?» dit Thuy au technicien qui range des boîtes à l'arrière. « Quel médecin ! Si personne n'écoute, si personne ne remarque, alors la personne devient un tampon. Et c'est ça, dit Thuy en déglutissant péniblement et en baissant la tête. Je vais prévenir le médecin de la région. Non, j'irai moi-même, répond Éliseo sans dureté. Et je joindrai ça à son dossier, que ça soit enregistré. Il agrafe le papier froissé à un nouveau dossier propre et écrit « Examen » en haut, fermement, rompant le silence. Puis il examine attentivement les photos du corps. Des ecchymoses de différentes nuances, violet foncé d'un côté, jaune clair de l'autre. Des marques de doigts, comme si des mains avaient serré là où elles n'auraient pas dû. Il prend une profonde inspiration. L'odeur du désinfectant semble plus forte. « Overdose », répète-t-il amèrement. Une overdose ne laisse pas d'empreinte. Le téléphone interne sonne. La sonnerie sèche fait vibrer la pièce. Si cette enquête vous tient en haleine, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide vraiment la chaîne. Éliseo répond. Martinez, docteur, laboratoire. La voix du biochimiste semble rapide, nerveuse. On a déjà les premiers résultats toxicologiques. Vous pouvez venir. Il marche dans le couloir, un tunnel de lumière froide. Chaque pas lui donne l'impression de traîner un poids sur ses talons. Dans le laboratoire, l'air sent l'alcool et le solvant. Les centrifugeuses émettent un léger bruit. La biochimiste, une petite femme avec de grandes lunettes, lui tend une enveloppe brune. Tout est cela, docteur, signé et avec la chaîne de conservation. Éliseo ouvre la première page, qui montre des chiffres et des noms de substances. Il passe son doigt sur la ligne, le cœur battant à tout rompre, et s'arrête involontairement sur un mot qui le transperce. Sédatif puissant. Il lit à voix basse. Usage contrôlé. La biochimiste hoche la tête. Concentration élevée, suffisante pour assommer quelqu'un rapidement. Ce n'est pas l'alcool qui a fait ça. Il y a déjà des traces du même groupe dans l'échantillon de cheveux, ce qui indique une consommation récente et répétée à petite dose. Elle augmentait. Éliseo ferme les yeux un instant. L'image de la bouche de la jeune femme lui revient, avec cette odeur amère, sa peau chaude, le masque sur son visage, tout forme une seule image, et l'alcool entre, il pose la question même s'il connaît déjà la réponse. Faible, n'explique pas l'état dans lequel elle est arrivée, et il y a plus. Il sort une autre feuille, voici le rapport des photos des blessures, des ecchymoses anciennes et récentes, des marques de main, une série de coups. Le côté dominant semble être le droit, ce n'est pas une chute, ce n'est pas un accident. Éliseo s'appuie sur la table, le métal froid se sent à travers la manche de sa blouse, puis overdose, il laisse échapper un petit rire sans conviction. « Ça ne colle pas, répète-t-il. La biochimie est claire, ça pointe vers autre chose. Quelqu'un lui a donné le sédatif et quelqu'un l'a frappé plus d'une fois à différents moments. Le silence qui suit est lourd, le bruit des machines semble lointain. Éliseo met les feuilles dans l'enveloppe, lisse le papier comme pour calmer un animal effrayé. « Merci », dit-il sans fioriture. « Je vais tout joindre et vous tiendrez au courant, docteur. » Le biochimiste le regarde dans les yeux. « On a vu beaucoup de choses, mais ça sent comme chez elle, comme quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elle connaissait. » Éliseo hoche la tête avec un regard dur. Il n'a pas besoin de plus de mots. Il sait. Son corps l'a dit dès le premier regard. L'ancienne ecchymose recouverte d'une nouvelle. La peur cachée dans un petit bout de papier. Le soupir que presque personne n'a entendu. De retour dans son bureau, il aligne les papiers, le rapport préliminaire mal fait, les photos, l'analyse toxicologique. Le contraste fait mal d'un côté. La précipitation, la négligence, un mot qui voulait clore l'histoire de l'autre. Des chiffres froids qui crient que ce n'était pas une erreur, mais une main. Il prend d'une profonde inspiration, ressent une douleur familière dans sa poitrine, mais ne détourne pas le regard.
Il parle à nouveau dans l'enregistreur afin que cela soit consigné non seulement sur papier, mais aussi dans le temps. Toxicologie positive, forte dose de paracétamol, faible taux d'alcool, blessure compatible avec une agression avec des marques anciennes et récentes. La surdose ne correspond pas au résultat, suspicion de violence domestique, éteint le clic, ça ressemble à la fin, mais c'est en fait le début d'une autre ligne, passe une main sur son visage, essuie la sueur froide qui est venue sans permission, prend l'enveloppe, la presse contre sa poitrine et ressent pour la première fois ce matin-là une certitude qui fait mal et libère. Ce n'était pas un accident du destin. Quelqu'un a essayé de faire taire une femme, quelqu'un a essayé de faire taire deux vies, et maintenant, il y a une preuve sur papier. Le couloir est toujours baigné de lumière blanche. Le monde extérieur reste le même, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, dans la main d'Éliseo, le papier épais dit ce que personne ne voulait entendre. Ce n'était pas une overdose, c'était un meurtre. Et il ne les laissera pas étouffer l'affaire à nouveau. Doña Elena arrive à l'hôpital avec un vieux téléphone portable dans les mains. L'écran est fissuré, mais il s'allume encore. Elle le tend à Éliseo comme si elle lui remettait un morceau de son cœur. « C'est le téléphone de ma fille », dit-elle, au bord des larmes. « Il était gardé à la maison. Je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir. » Éliseo prend lentement le téléphone portable avec des gants. L'écran s'allume, tremblant, plein de vieilles notifications. Il fait glisser son doigt, ouvre les messages et les mots jaillissent comme des couteaux. « Ce fils n'est pas meu. Je t'ai déjà dit de disparaître, Camila. N'insiste pas. » Le nom en dessous est clair. Ricardo Torres. Éliseo ferme les yeux un instant. La lettre R, écrite sur le bout de papier trouvé dans ses cheveux, a maintenant un visage, un propriétaire. Il prend d'une grande inspiration, sans le poids lui tomber sur l'estomac. Doña Elena, ce Ricardo. Et qui est-ce la mère? Elle déglutit péniblement, serre son châle contre sa poitrine. Lui, l'ex, l'homme qui l'a quitté quand il a appris qu'elle était enceinte, il n'est jamais revenu à la maison. Il venait seulement pour crier. Ses mains tremblent, ses yeux se remplissent en de larmes contenues. Je lui ai dit, Camila, ne lui fais pas confiance, mais elle a toujours cru qu'elle pouvait le changer. Éliseo serre le téléphone portable comme s'il voulait détruire ses messages, mais il ne peut pas. L'appareil est désormais une preuve. Il le met dans un sac de preuves et le scelle soigneusement. Merci madame, ça peut la sauver. Elle serre la croix autour de son cou et ferme les yeux, murmurant une prière. Le même matin, Éliseo décide de retourner à la chaîne de télévision. Il ne veut rien manquer. Quand il arrive, il trouve un réparateur de pneus en train d'ouvrir son magasin. Un homme simple, avec des vêtements tachés de graisse et les yeux de quelqu'un qui a beaucoup vu. « Bonjour monsieur », se présente Éliseo. « Je suis médecin, j'étais avec la femme qu'ils ont trouvée ici. Je voudrais vous demander si vous avez vu quelque chose cette nuit-là. » Le réparateur de pneus regarde autour de lui et baisse la voix. « Je fermais le magasin quand j'ai entendu un moteur. Un vieux camion argenté s'est arrêté près du canal. » Éliseo retient son souffle, puis le moteur a continué à tourner. J'ai trouvé ça bizarre. Je suis sorti pour regarder de loin. Le conducteur est sorti. Sa chemise était tachée, comme de sang. Il s'est approché du bord. Je l'ai entendu dire « Camila » 2 fois, puis il a poussé quelque chose et est parti en brûlant un pneu. Le silence qui suit est lourd. Le réparateur de pneus ne regarde pas Éliseo dans les yeux. Il croise juste les bras nerveusement. Je ne voulais pas m'impliquer. J'avais peur. Mais maintenant que je sais qu'elle est en vie, je devais dire quelque chose. Éliseo sent son cœur battre vite. Le nom, le camion, la chemise sale. Tout s'emboîte comme des pièces qu'il est trop difficile d'ignorer. Il pose sa main sur l'épaule du réparateur de pneus. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci de ne pas être resté silencieux. » L'homme pousse un profond soupir de soulagement, comme si un poids venait de lui être enlevé de la poitrine. Éliseo retourne à la voiture et ferme les yeux un instant. Le vent froid souffle par la fenêtre entr'ouverte. Il répète doucement, presque comme une promesse. « Camila, je t'ai entendu. Et maintenant, personne ne te fera taire à nouveau. » La nuit semble interminable. Tout l'hôpital respire au même rythme tendu. À travers la vitre de l'unité de soins intensifs, Éliseo regarde les chiffres sur le moniteur commencer à bouger. Le bip n'est plus régulier. Il n'a besoin de rien dire à personne. Il sait ce qui se passe. Tatiana se précipite, les yeux déjà écarquillés par les alarmes. « Docteur, le rythme cardiaque du bébé a chuté. » Sa voix se brise dans l'air. Éliseo bouge vite, comme si quelque chose en lui le poussait plus fort que n'importe quel souvenir douloureux. La salle d'opération réclame déjà une césarienne d'urgence. L'équipe se rassemble en quelques secondes. Le corps de Camila est transporté en urgence dans les couloirs. Le bruit des roulettes du brancard est assourdissant.
comme une horloge qui lutte contre le temps. Eliseo marche à côté, les mains serrées, comme s'il portait le monde entier dans la salle d'opération. Des lumières vives brillent sur elle. Masque, scalpel, linge propre. Le silence n'est rompu que par des ordres rapides. Oxygène stable, saturation en baisse, pression instable. Eliseo regarde Tatiana. Il y a de la peur dans ses yeux, mais aussi de la foi. Ils se comprennent sans dire un mot. Il n'y a pas le choix. Soit ils le font maintenant, soit ils les perdent tous les deux. Commençons, dit Eliseo avec fermeté. Le scalpel tranche, la sueur coule sous son masque. Le temps semble passer très lentement ici. Chaque seconde pèse comme une pierre. Pousse, murmure Camilla. Tatiana lui prend la main. Accroche-toi, ma fille. Le silence s'installe. Le moniteur émet des sons irréguliers. Eliseo sent sa poitrine lui faire mal, comme si elle allait exploser. Puis, d'un dernier mouvement, ils extraient le bébé, petit et fragile, immobile. Tout le monde semble s'arrêter. Il n'y a plus aucun bruit, seulement un silence total qui coupe comme un couteau. « Allez, allez, allez !» insiste Eliseo en tapotant sa poitrine. « Respire, s'il te plaît. » Tatiana a déjà le ballon embu dans la main et pompe lentement de l'air dans ses poumons. Elle ferme les yeux. Une larme roule sur sa joue, même si elle porte un masque. « Allez, petite, tu peux le faire. Respire une seconde. 2, 3. » Le silence semble éternel jusqu'à ce qu'on entende soudain un petit cri faible mais réel, le plus beau son jamais entendu dans cette pièce. Eliseo laisse échapper l'air de ses poumons dans un sanglot. Tatiana pleure ouvertement, les épaules secouées de sanglots. Elle serre le bébé dans ses bras pendant un moment comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. « C'est une fille », dit-elle d'une voix brisée. « Une magnifique fille. » Eliseo essuie son visage baigné de larmes et regarde le bébé, si petit et pourtant si grand par sa signification. « Bienvenue !» Sa voix le trahit, mais il termine « Bienvenue, ma belle !» Tatiana sourit derrière son masque, toujours en pleurs. Toute la salle soupire en même temps. La tension se dissout en larmes retenues, en yeux qui brillent derrière les masques. Eliseo, d'une voix basse comme s'il s'agissait d'une prière, murmure à nouveau « Bienvenue, tu ne le sais pas, mais tu as déjà tout changé. » Et dans ce petit cri, dans ce souffle court mais puissant, tout le monde sent que deux vies sont revenues à la lumière. Au poste de police, la pièce est petite. Elle sent le café froid et les papiers froissés. Le capitaine Vega tient un épais dossier et l'ouvre lentement, comme s'il savait que chaque page pèse lourd. Eliseo est assis dans un coin, les mains jointes, essayant de rester calme. De l'autre côté de la table, l'enquêteur parle en montrant le rapport d'appel. Ils ont retracé le numéro de l'appel, docteur, le même qui disait « Laissez-le mourir ». Il pousse la feuille vers Vega. Il est enregistré sous le nom d'un certain Mauricio Ortega. Eliseo fronce les sourcils. Qui est-ce? L'enquêteur soupire. Un ami proche de Ricardo Torres. Ils bossent ensemble dans le même atelier. Ils les ont vus plusieurs fois. L'emplacement de l'appel. Il tape du doigt sur la carte imprimée. Il a été passé d'ici. Regardez, à moins de 500 mètres de l'hôpital, depuis une voiture. Eliseo ferme les yeux. Il sent son estomac se nouer. Il se souvient du papier avec la lettre R écrite dessus. Ce n'était pas une menace en l'air. Il y avait un nom. Il y avait des gens derrière, dit Vega avec fermeté. Non seulement ils savaient que Camilla était en vie, mais ils ont aussi attendu comme s'ils voulaient qu'elle ne survive pas. Le silence est lourd. Eliseo respire bruyamment, pensant à la jeune femme intubée sous la petite pluie d'avril et sent la rage monter. Quelques heures plus tard, dans la salle d'interrogatoire, l'air est encore plus lourd. Ricardo Torres entre menotté, la chemise froissée et mal rasée. Il essaie d'avoir le regard dur, mais il n'y arrive pas. Il devient nerveux quand il voit les photos sur la table. Vega parle en premier, d'une voix dure. « Ricardo, tu sais pourquoi tu es ici? Je ne l'ai pas touché, dit-il rapidement, presque comme s'il avait répété. Je n'ai rien à voir avec ça. » Eliseo l'observe en silence. Chaque geste de l'homme l'agace. Ricardo bouge sa jambe, évite de regarder les photos, respire par le nez comme un taureau en cage. Le capitaine prend une photo et la lui montre. C'est le visage de Camilla, encore meurtri. « Comment expliques-tu ça ?» demande Vega. Une ecchymose sur sa joue gauche. « Tu es droitier, n'est-ce pas, Ricardo ?» Il détourne le regard, la gorge en mouvement alors qu'il déglutit péniblement. « J'ai perdu la tête. Je ne voulais pas faire ça. » Sa voix est faible, comme une vieille excuse. « Elle m'a provoqué. » Eliseo se lève lentement. La chaise fait un bruit fort en bougeant. Il ne crie pas. Sa seule présence est imposante. « Tu as dit que tu ne l'avais pas touché et maintenant tu dis que tu as perdu la tête. » Sa voix est ferme, calme, mais en colère. Ricardo décide. «
Mens-tu à nous ou à toi-même? Ricardo baisse la tête, son masque de courage se brise, il reste silencieux. Et ce silence en dit plus long que n'importe quel mot. Vega écrit quelque chose sans le quitter des yeux. On en a assez. Le téléphone, le témoin de la chaîne, les marques sur son corps, les sédatifs. Il ferme le dossier avec force. Tu n'as nulle part où aller. Eliseo prend une profonde inspiration, mais il ne ressent aucun soulagement. Il ne ressent que le poids de la vérité qui est arrivée trop tard. Il pense à Camila, entre la vie et la mort, et au petit bébé qui ne comprend rien. Dans ce silence, une chose est claire. Les excuses ne peuvent effacer les coups, la peur ou la lâcheté d'un coup de fil qui souhaitait la mort. Le petit matin dans l'unité de soins intensifs est rempli du bruit des machines qui respirent pour les patients. L'air est froid. Le silence est lourd. Camila bouge lentement ses doigts, comme si elle revenait de loin. Ses paupières tremblent avant de s'ouvrir. La lumière blanche lui fait mal, mais elle persiste. Sa poitrine se soulève avec difficulté, comme si elle se brisait. Eliseo le remarque le premier. Il était assis sur la chaise à côté d'elle, presque immobile, comme s'il s'occupait d'une sainte. Quand il la voit ouvrir les yeux, il se lève lentement, de peur de l'effrayer. Camila dit à voix basse, presque comme un secret, « Tu es de retour ». Elle cligne des yeux, les yeux humides. Elle ouvre la bouche, mais seul un murmure en sort. « Où es-tu ? Je suis à l'hôpital. Tu es en sécurité maintenant. » Eliseo lui prend la main avec précaution. Elle respire lentement. Ses lèvres tremblent. Tout son corps semble trembler. Les souvenirs brûlent encore en elle. Elle ferme les yeux et une larme coule avant qu'elle ne puisse parler. Sa voix est étranglée. « Il m'a frappé. » Le cœur d'Eliseo se serre. « Qui ?» demande Camila doucement mais fermement. « Qui t'a fait ça ?» Elle retient son souffle et l'expire dans un sanglot. « Ricardo m'a donné quelque chose. Je me suis évanouie. » Chaque mot semble lui coûter une éternité. Elle serre les doigts autour de la main d'Eliseo comme si elle cherchait un soutien pour ne pas s'effondrer à nouveau. Eliseo baisse la tête et prend une profonde inspiration. Aucun mot n'est nécessaire. Le silence entre eux confirme tout. De l'autre côté de la vitre, Tatiana observe la scène, les yeux remplis de larmes. Elle ouvre la porte, entre lentement et lisse le drap qui recouvre Camila. « Calme-toi, ma fille, tu n'as plus à avoir peur. » Camila tourne son visage vers elle, les lèvres encore tremblantes. « Et ma fille ?» Le silence dure une seconde, mais semble une éternité. Tatiana sourit derrière son masque, les yeux brillants de larmes. « Ta fille va bien, elle dort dans son berceau. C'est une petite fille forte. » Camila éclate en sanglots silencieux, presque inaudibles. Son corps fragile est submergé par une émotion qu'elle ne peut contrôler. Je pensais que je ne la reverrais jamais. Eliseo s'approche et lui prend à nouveau la main. Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Oui, tu la verras, je te le promets. Elle le regarde avec les yeux remplis de larmes et répète d'une voix faible « Je veux voir ma fille ». Tatiana serre l'épaule d'Eliseo, émue. « Je te l'amènerai. Tu dois juste respirer un peu plus. » Dina. Camila ferme les yeux, épuisée, mais pour la première fois depuis son réveil, sa respiration n'est plus seulement synonyme de douleur, elle est synonyme d'espoir. Et à ce moment-là, encore faible, encore tremblante, elle commence à défaire le nœud du silence qui l'emprisonnait. La peur a essayé de la faire taire, mais sa voix s'est fait entendre, et elle s'est fait entendre pour ne plus jamais être ignorée. À ce moment précis, un message de la police arrive sur le téléphone portable d'Eliseo. Ricardo s'est échappé. On envoie des patrouilles à l'hôpital. À ce stade, on ne veut pas semer la panique. La ville se réveille dans un choc collectif. Le titre fait la une des écrans, des radios, des téléphones portables. Une femme présumée morte respire sur la table du médecin légiste et a un bébé vivant. Les lettres défilent dans les messages de groupe, les discussions au marché, les tables de café. Une courte vidéo montre des sirènes, un couloir d'hôpital, l'image floue d'une civière entrant dans une chambre. Le son répète « Miracle, grave erreur, enquête », quelque part dans la ville. Ricardo fixe l'écran de son téléphone portable pendant plusieurs secondes, comme si le sol avait disparu. Son visage se durcit, il serre les mâchoires. Son doigt tremble tandis qu'il fait défiler les informations de haut en bas, puis de nouveau de haut en bas, comme si ce mouvement pouvait effacer la phrase qui fait le plus mal. Elle a un bébé vivant. Il laisse le téléphone sur la table, respire rapidement, prend les clés de la voiture avec sa main moite. Le bruit du portail qui s'ouvre ressemble à un coup de feu. Il monte dans le camion argenté, démarre le moteur avec force. Il rugit maintenant, il ne grogne plus, il passe juste les vitesses. Démarre, l'asphalte mord les pneus, l'autoradio répète les mêmes infos. Il l'éteint d'un coup sec, le visage rouge, le regard dur.
Personne ne m'attrapera, répète-t-il doucement comme une prière à l'envers. Il prend l'autoroute en direction de l'intérieur des terres. Il dépasse sans regarder. Les phares clignotent derrière lui. Les klaxons retentissent. Le vent souffle dans l'habitacle. Sa chemise est collée à sa poitrine. La peur est assise à côté de lui. Il serre le volant jusqu'à ce que ses doigts se blanchissent. Il accélère à nouveau. Devant lui, le péage apparaît avec des lumières bleues clignotantes. Un barrage routier traverse les voies comme un mur. Des cônes, des voitures de patrouille, des policiers avec des gilets, les mains levées, lui demandant de ralentir. Ricardo freine trop tard, sent la voiture déraper. Merde, marmonne-t-il entre ses dents. Un policier fait 2 pas en avant, la paume ouverte, un autre parle à la radio, plaque d'immatriculation confirmée. C'est lui. Ricardo tente un dernier coup, passe la marche arrière, les pneus crissent, la voiture dérape et percute la barrière avec un bruit sec. La ceinture de sécurité le tire en arrière, sa poitrine brûle. Avant qu'il ait le temps de réfléchir, les portes s'ouvrent, des pas rapides, des voix fermes, moteur coupé, mains bien en vue. Il obéit trop tard, sueur froide, respiration courte. La porte s'ouvre avec force, sortez lentement du véhicule. Ricardo descend, tremblant. Ses jambes sont faibles. Il essaye de dire quelque chose mais aucun son ne sort. Le métal des menottes se resserre autour de ses poignets. Il essaie de regarder sur les côtés, mais une main sur son épaule le maintient immobile. Un policier fait le tour de la voiture, ouvre la boîte à gants. Le bruit du plastique annonce ce que personne ne voulait trouver. Des bouteilles, des bouchons à vie, des étiquettes claires, des gants, tient la preuve en l'air. « Sédatif à usage contrôlé », dit le policier d'une voix froide. Plusieurs bouteilles. D'autres policiers vérifient déjà le téléphone portable de Ricardo. L'écran s'allume. Les messages sont visibles par tous. Faites-les disparaître. Résolvez ça aujourd'hui. Appelez depuis la voiture. Le silence qui suit est un silence de dégoût. Le vent souffle et apporte l'odeur de l'essence et du métal chaud. Ricardo baisse les yeux, le front humide. « Quelque chose à dire ?» demande le policier sans élever la voix. Il ouvre la bouche, la referme, essaie de respirer, mais n'y arrive pas. Le courage qu'il pensait avoir s'évapore au milieu de la route. Le sifflement d'une voiture de patrouille transperce le petit matin comme un couteau. Les caméras du péage enregistrent tout. Le ciel encore sombre semble regarder d'en haut, impitoyable. « Arrêtez !» confirme le policier à la radio. Preuve dans le véhicule. Message sur le téléphone. Ricardo est emmené en silence. Le camion accidenté est laissé derrière, à côté de la glissière de sécurité, comme un animal blessé. Dans la boîte à gants, les bouteilles sont maintenant dans des sacs scellés. Dans le livre de la nuit, une page de plus qui fait mal. Les pièces enfin en place. La route respire à nouveau lentement, comme si le monde s'était arrêté une seconde pour entendre le bruit de quelque chose d'inévitable qui se brise. Le matin entre par la fenêtre de l'unité de soins intensifs dans de doux rayons de lumière. Le bruit des machines est toujours là, mais maintenant, il se mélange à quelque chose de nouveau. La respiration calme d'un bébé. Cam Ila ouvre lentement les yeux. Ses paupières sont lourdes, mais son regard est éveillé. Elle tourne la tête et voit Tatiana assise dans un fauteuil, avec un sourire fatigué et doux, berçant la petite Abril contre sa poitrine. La scène lui coupe le souffle. Les larmes viennent avant qu'elle ne puisse dire un seul mot. Sa gorge ne répond pas. Elle tend juste ses doigts tremblants, comme si elle voulait atteindre un petit morceau de son cœur qui était hors de son corps. Tatiana se lève, s'approche d'elle et lui montre le bébé. « Elle est là, Camilla. Ta fille va bien. » Le visage de la jeune femme s'illumine. Bien qu'épuisée, elle porte ses mains à son visage et sanglote doucement. « Ma fille s'appelle Abril. » Elle laisse échapper un petit gémissement et s'allonge sur les genoux de Tatiana, et Camilla pleure à nouveau, incapable de s'arrêter. Eliseo observe la scène à quelques pas de là. Il ne s'approche pas tout de suite. Son regard est fixé sur la scène, comme s'il avait peur de briser quelque chose de sacré. Camilla sent sa présence et le regarde dans les yeux, les larmes coulant toujours. « Docteur, pourquoi m'avez-vous écouté ?» demande-t-elle dans un murmure. « Pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas comme tout le monde le pensait ?» Eliseo baisse la tête et croise les mains devant lui, les doigts crispés et entrelacés. Il prend une profonde inspiration avant de répondre, car un jour, sa voix se brise, mais il continue. « Un jour, je n'ai pas réussi à entendre le silence à temps. Il n'y avait que le bip du moniteur et le doux bruit de la respiration d'Abril qui remplissait de la pièce. Camilla comprend, même sans les détails. Elle voit le poids dans ses yeux, la douleur qu'il porte. Elle n'a pas besoin de poser d'autres questions. Elle ferme les yeux et caresse la petite tête de sa fille du bout des doigts. Puis elle murmure « Merci de m'écouter maintenant. » Eliseo prend une profonde inspiration, comme si ce mot était la couture qu'il n'avait jamais trouvée.
Sa poitrine lui fait mal, mais deux cœurs s'ouvrent aussi, brisés, unis dans le même instant, la vie qui est revenue et celle qu'elle n'a pas pu sauver. Les heures passent. La porte de l'unité de soins intensifs s'ouvre à nouveau. Doña Elena entre lentement, appuyée sur une canne, le visage déjà baigné de larmes. Elle voit sa fille allongée, pâle mais vivante. Tout son corps tremble. « Camila !» C'est tout ce qu'elle arrive à dire avant que les larmes ne la submergent. La jeune femme tend le bras. La mère court et le saisit avec force, comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Les sanglots des deux femmes se rejoignent. Tatiana place Abril dans les bras de sa grand-mère, Doña Elena, qui la reçoit comme si elle tenait un miracle. Elle embrasse le front de la petite fille, puis presse son visage contre celui de Camila. « Dieu merci !» répète-t-elle plusieurs fois. « Dieu merci !» Un policier entre discrètement et tend à Eliseo un document signé. Il s'approche du lit. « Camila, le parquet a accordé des mesures de protection. Vous et votre fille êtes en sécurité maintenant. » Elle l'entend, mais ne peut pas répondre tout de suite. Elle regarde juste Abril, regarde sa mère, et tout son corps s'effondre dans des larmes silencieuses. « Je pensais, » murmure-t-elle d'une voix tremblante, presque inaudible, « je pensais que mon histoire s'était terminée dans le canal. » Eliseo s'approche d'elle et pose sa main sur son épaule. « Non, Camila, ton histoire ne fait que commencer. » Doña Elena serre encore plus fort sa fille et sa petite-fille dans ses bras. Les pleurs des trois femmes se mêlent. Il n'y a plus de mots, seulement le miracle d'être ensemble. Et en ce matin clair, entre larmes et promesses, non seulement Abril voit le jour, mais aussi la possibilité de réécrire toute une vie. Le ciel du soir est lourd, d'une couleur entre le gris et l'or, comme si le soleil voulait se cacher plus tôt. Eliseo marche lentement dans le cimetière, les mains dans les poches de son manteau, le souffle court, le vent soulevant la poussière et faisant bruisser les vieilles couronnes de fleurs séchées. Chaque pas résonne parmi les tombes, comme si la terre avait une mémoire. Il s'arrête devant une simple pierre tombale dont le marbre a perdu son éclat. Deux noms y sont gravés, celui de sa femme Barbara et celui de sa fille qui n'a pas vécu un seul jour. Eliseo s'agenouille, ses pantalons se salissant de poussière. Il prend une profonde inspiration. Il sort de sa poche une petite photo imprimée à l'hôpital. C'est Abril, enveloppé dans une couverture, endormi, la bouche légèrement ouverte. Il passe ses doigts sur l'image avant de la poser délicatement sur la pierre froide. Sa voix est basse et tremblante. « Barbara, mon amour, ferme les yeux. Aujourd'hui, j'ai réussi ce que je n'avais pas pu faire avant. » Le silence lui répond. Le vent souffle doucement, presque comme une main caressante. Je suis resté, sa voix se brise. J'ai écouté cette fois-ci, je ne me suis pas enfui. Les larmes viennent avec force, sans demander la permission. Le corps d'Eliseo s'abandonne complètement. Il se couvre le visage de ses mains et sanglote bruyamment, comme quelqu'un qui a gardé la douleur en lui pendant des années. Ses épaules tremblent et le son résonne parmi les pierres tombales. Il n'essaie pas de se retenir devant elle. Il ne peut être qu'un homme brisé. « Pardonne-moi » murmure-t-il. « Pardonne-moi de ne pas avoir réussi avec toi. Mais aujourd'hui, j'ai pu rester devant le marbre froid. » Ses larmes se mélangent à un étrange soulagement, douloureux mais nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, il sent que la blessure a un nom. Elle n'est pas guérie, mais maintenant, il peut respirer. Il reste là jusqu'à ce que le vent devienne très froid. Il se lève, sèche son visage avec la manche de son manteau, regarde une dernière fois la photo d'April et s'en va, se sentant plus léger, mais les yeux rougis. Quelques jours plus tard, à l'hôpital, l'ambiance est différente. April est dans les bras de Camila, qui sourit faiblement mais rayonne de joie. Tatiana entre avec une couverture brodée à la main. En lignes simples d'un bleu tendre, on peut lire « Abril Reyes ». Camila caresse la broderie, émue. « J'ai choisi ce prénom, Abril », dit-elle en regardant Eliseo qui se tient à côté du lit, car c'est à ce moment-là que tout refleurit. La phrase flotte dans l'air comme un parfum. Eliseo baisse les yeux et prend une profonde inspiration. Tatiana sourit et ajuste la couverture sur le bébé Camila. Puis elle relève les yeux et regarde directement Eliseo. Sa voix est timide mais pleine d'espoir. « Docteur, je ne suis pas sûre. Respire profondément. Veux-tu être mon parrain ?» Le silence s'installe. Le cœur d'Eliseo bat à toute vitesse. Il sent ses jambes trembler. Il n'aurait jamais imaginé entendre ça. Il passe sa main sur son visage, essayant de contenir son émotion. Ses yeux, remplis de larmes, trahissent la force qu'il veut montrer. Camila parle lentement, la voix brisée. Ce serait un honneur. Elle sourit, les larmes coulant à nouveau. Tatiana pleure aussi doucement, installant Abril dans les bras de sa mère.
Et dans cette pièce simple, au milieu de rires timides et de larmes sincères, quelque chose de nouveau voit le jour. Pas seulement une petite fille, mais un nouveau départ, un nouveau commencement pour eux tous. Le couloir du tribunal sent le papier et la nervosité. À l'intérieur, la pièce est froide, mais la tension réchauffe la peau. Ricardo entre menotté, la tête baissée, essayant de paraître calme. Le bruit du métal sur ses poignets résonne dans l'air. Camila est assise au premier rang, les cheveux simplement attachés en arrière, le regard fixe. Doña Elena lui tient la main. Eliseo se tient plus en retrait, comme s'il soutenait le plafond de tout son corps. Le juge ajuste ses lunettes et ouvre le dossier. Sa voix est claire et posée. Examen toxicologique. Sédatif à usage contrôlé en forte concentration. Il tourne la page. Photos. Ecchymose, ancienne et récente. Marque correspondant à des coups portés à main nue. Une autre page. Trace d'un appel. Message menaçant passé depuis une voiture à moins de 500 mètres de l'hôpital. Et plus encore. Évasion du poste de police. Lors de sa tentative, il a grillé des feux rouges. Plusieurs infractions. Il a mis la vie de tout le monde en danger. Et confiscation du véhicule. Bouteille du même sédatif. Chaque phrase tombe comme une pierre. Ricardo bouge sur sa chaise. L'avocat dit « Je proteste ». Le juge lui dit de s'asseoir. Le silence revient, plein de choses que personne n'ose aborder. Il veut dire quelque chose. Le juge demande à Ricardo de s'asseoir. Il s'humecte les lèvres, cherche une issue dans sa propre bouche. « C'était une erreur, j'ai perdu la tête ». La phrase tombe faiblement. Camila ne répond pas, elle le regarde simplement. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de scène. Il y a un lourd silence lourd et ancien traverse la pièce et touche le cœur de chacun. C'est le silence de quelqu'un qui a déjà été battu à plusieurs reprises, qui a déjà été réduit au silence à plusieurs reprises et qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle respire, ça suffit. Dehors, un vent chaud souffle dans la cour et fait bruisser les palmiers, comme pour dire que toute la ville l'a entendu. À l'intérieur, le juge ferme lentement le dossier. L'officier prend des notes. Personne n'interrompt Camila. Personne ne parle à sa place. Personne ne la fait taire. Quelques jours plus tard, l'institut médico-légal se réveille différemment. À l'entrée de la zone, il y a un nouveau grand panneau avec des lettres simples. Avant de libérer l'écoute, avant de sceller, triple vérification. Les lumières froides sont toujours les mêmes, mais la pièce semble différente. Eliseo est au centre, sa blouse ouverte et ses manches retroussées autour de lui, l'équipe technique, les résidents, le personnel de sécurité, le personnel de nettoyage, tout le monde. Tatiana est venue des urgences, elle se tient près de la porte, les yeux alertes. Thuy a un cahier à la main. Le bruit des réfrigérateurs disparaît quand Eliseo lève la main. « Chers collègues », commence-t-il d'une voix basse mais ferme. À partir d'aujourd'hui, personne ne quitte cet endroit sans avoir vérifié 3 fois les signes vitaux. 3 fois, toujours. Même si les papiers disent que le contraire. Même si quelqu'un est pressé. Il montre le tableau blanc où il a dessiné les étapes de façon simple. 1. Pouls et respiration. Toucher, regarder, compter. 60 secondes sans se presser. 2. Auscultation du cœur et des poumons. 1 minute entière dans le silence total. 3. Réflexe. Pupille à la lumière et stimulus douloureux léger avec enregistrement. Et ce n'est pas tout. Continuez. 2 signatures de personnes différentes. Et en cas de doute, le moindre doute, appelez les urgences. Personne ne perd rien à attendre. On ne fait que gagner du temps. Il prend un stéthoscope et le passe autour du cou de Thuy. Allez, il s'approche d'une civière vide. D'abord, la main sur l'artère. Comptez à voix haute sans regretter que la pièce soit silencieuse. Tout le monde reste immobile. La climatisation ronronne. Mais malgré ça, le groupe retient son souffle. Thuy compte lentement, en marquant avec ses doigts. 1, 2, 3. Eliseo hoche la tête et passe à l'auscultation. Maintenant, 1 minute. Il regarde sa montre. 1 minute entière, ça semble une éternité, non? Eh bien, oui, c'est le temps qui peut séparer un timbre d'une vie. La pièce est silencieuse. L'aiguille des secondes avance. 40 secondes semblent durer 40 ans, et c'est normal. Quand la minute est écoulée, Eliseo range sa montre. « Vous avez vu ?» demande-t-il avec un sourire fatigué. « Ce n'est pas joli, ce n'est pas rapide, mais ça sauve des vies. » Tatiana lève la main. Et si quelqu'un de l'extérieur fait pression sur la famille, la police, l'équipe, on tient bon, le lycée se redresse. La règle est la nôtre, la responsabilité est la nôtre. Et voici la phrase. Elle montre le panneau. Écoutez le minimum. Parfois, c'est toute une vie qui demande de l'aide.
Elle distribue des cartes plastifiées de poche avec les 3 étapes et un espace pour signer. Elle les distribue une par une, en regardant chaque personne dans les yeux. Ce n'est pas juste du papier, c'est un engagement. Un jeune technicien aux mains tremblantes met la carte dans la poche de sa chemise, docteur. Et s'ils se moquent de nous, s'ils disent que c'est exagéré, Eliseo respire, cherche ses mots là où réside la douleur. Qu'il rit, sa voix se fait plus forte. Je préfère exagérer et sauver plutôt que échouer et enterrer. Si quelqu'un se moque, qu'il vienne me parler. Il regarde autour de lui, voit la peur, les souvenirs, des gens qui connaissent le poids d'une erreur. Et il voit aussi quelque chose de nouveau, un nouveau désir. Aujourd'hui, on tourne la page, pas de héros, pas de beaux discours, juste de l'écoute et du respect. Baissez la voix, écoutez le minimum, écoutez jusqu'au bout, l'équipe hoche la tête, quelqu'un colle la même affiche sur le frigo en acier, un autre l'accroche dans le couloir, puis retourne à sa table. Mais avant de toucher un instrument, il ferme les yeux une seconde et écoute la pièce. 1 minute de silence, 1 minute de vie. Et ainsi, là où le froid du métal l'emportait toujours, une chaleur tranquille naît de ceux qui ont décidé qu'aucune histoire ne se terminerait par négligence. Le changement est simple, et c'est pourquoi il sauve le couloir de l'hôpital. Il est presque vide. La caméra de sécurité clignote d'une lumière rouge discrète. Eliseo s'arrête devant elle, le regard fatigué mais déterminé. Il prend une profonde inspiration, comme quelqu'un qui porte non seulement sa voix, mais toutes les voix qui ont failli être réduites au silence. Presque le soupir que vous ignorez aujourd'hui est le salut de quelqu'un demain. Dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais si tu étais à la place du médecin, de Camilla ou de sa mère. Je veux connaître votre avis et n'oubliez pas, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est la seule façon de recevoir toutes les nouvelles vidéos, toutes les nouvelles vies qui peuvent changer votre façon de voir le monde. Et regardez, ici, sur l'écran, vous avez une vidéo qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a fait réfléchir à la vie. Cliquez et regardez-la. Je vous assure qu'elle vous émouvra profondément.